Merci pour votre attention, merci pour votre présence, merci pour l'intérêt exprimé envers cette thématique. Puisque nous avons très peu de temps, nous devons terminer d'ici 12h30. Alors, avant l'arrivée de Madame le directeur de cabinet, je vais vous présenter les personnes ressources qui vont nous aider à réfléchir sur cette thématique-là. Bienvenue à vous tous d'abord. Moi-même, je suis professeur Aouré Alban, professeur des sciences économiques de l'Université Félix-Houphouët-Boigny et directeur d'un think tank de l'université qui est la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC. Et bien sûr qu'il y a un service de traduction qui est donc proposé. Donc nous avons l'arrivée de Madame le directeur de cabinet, Madame Minafou Fanta Kone, épouse Koulibaly. Et avec elle, nous avons Madame Nathalie Gaounga, directrice de la division du genre et de l'autonomisation des femmes, et Dr Paul Carles. Voilà, nous allons entamer. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai parlé des panélistes et rapidement pour vous les présenter. Nous avons donc monsieur le docteur Paul Carles Van Uford, qui est un expert en politique sociale qui compte plus de 20 années d'expérience à l'UNICEF et il est actuellement conseiller régional pour la politique sociale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et il fournit des conseils stratégiques sur la protection sociale, la réduction de la pauvreté chez les enfants. Et avec Dr Paul, nous avons également Madame Nathalie Gaounga, qui est chef de division genre et autonomisation des femmes à la Banque africaine de développement. Alors, elle assure le leadership stratégique en matière d'intégration du genre à travers les 5 grandes priorités de développement de la BAD, que sont éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines. Et nous avons une autorité nationale, dont Madame le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Alors, nous avons Madame Fanta Kone, épouse Koulibaly, qui est là pour nous parler des politiques, de la politique nationale, surtout de la question de la prise en compte de l'enfance et des problématiques de nutrition dans le budget et dans le financement donc, des projets et activités en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le temps est très court, donc permettez-moi tout de suite d'annoncer la présentation. Et je pense que c'est un focus important, quelque chose d'essentiel sur lequel nous devons mettre l'accent. C'est cette présentation qui va nous ouvrir le débat avec Madame le directeur de cabinet et avec Madame Gaounga de la BAD. Alors, Dr Paul Carles, voilà, je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais vous donner le micro pour que vous puissiez nous parler donc, de cette thématique qui a trait à comment repenser le modèle de capital humain en Afrique pour optimiser le rendement des dépenses sociales et dans les questions d'équité dans la budgétisation et dans les dépenses sociales, les questions également liées à la prise en compte de la nutrition des 1000 premiers jours, des 2000 premiers jours de l'enfant. Je ne vais pas en dire plus. Allez-y pour les 7 minutes qui vous sont accordées. Merci beaucoup, professeur. Et merci beaucoup, Madame le directeur de cabinet, Madame la chef de division, d'avoir accepté l'invitation de participer au panel. Chers participants, grand plaisir d'être avec vous ce matin pour cette séance. Et je vais commencer à dire que le thème central des réunions annuelles cette année, comme vous le savez, porte sur le capital de l'Afrique. Comment mieux faire fonctionner ce capital pour le développement du continent? Aujourd'hui, dans cette séance, nous abordons cette question sous l'angle du capital humain. Et nous le savons, la jeune population de l'Afrique constitue une énorme opportunité pour la croissance économique et le progrès social. C'est le fameux
dividende démographique. Mais nous savons également que pour saisir cette opportunité demain requiert des investissements aujourd'hui, des investissements surtout dans les enfants. Aussi parce que 40% des enfants du continent vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Donc la question devant nous est si les dépenses publiques consacrées aux enfants en Afrique contribuent de façon optimale au capital humain. En d'autres mots, est-ce que nos dépenses publiques sont prêtes pour l'avenir? Nous savons déjà que malgré des efforts considérables, les dépenses publiques dans le secteur social en Afrique restent malheureusement en deçà des seuils que les États se sont fixés. Je pense que vous êtes familier avec les 20% d'engagement pour le budget de l'éducation, les 15% du budget total pour la santé, mais dans la plupart des pays, ces seuils ne sont pas encore atteints. Et nous sommes tous conscients de l'importance d'augmenter ces dépenses, surtout d'un point de vue du capital humain. Mais il y a des défis, et les défis sont connus. Malgré les beaux chiffres de croissance économique, l'espace budgétaire dans nombre de pays sur le continent fait face à de multiples contraintes. Service de la dette, pression fiscale pas encore optimalisée, ou encore un large spectre de priorités qui viennent en compétition. L'infrastructure, l'agriculture, ou encore la sécurité. Là où il y a typiquement moins d'attention, moins de discussion, c'est sur le plan de l'efficience des dépenses. Par exemple, la répartition des financements disponibles au sein du budget social, des budgets sociaux. Et c'est ça le sujet de la séance. Les bénéfices d'investir dans le capital humain sont bien connus, surtout en termes de réduction de la pauvreté, de croissance économique et de croissance de la productivité. L'approche commune pour investir dans le capital humain est centrée sur les compétences et l'employabilité des jeunes, leur transition vers le marché du travail. Néanmoins, des recherches récentes montre que le retour sur investissement est encore plus élevé si les investissements priorisent les plus jeunes enfants. Le lauréat du prix Nobel, le professeur Heckman, est connu pour avoir fourni une base scientifique à cette observation, en montrant un rendement de 10 à 15% des investissements dans la petite enfance. Et la Banque mondiale a souligné que les enfants bien nourris gagnent, en tant qu'adultes, jusqu'à 50% plus que les enfants malnutris. Donc, pour tirer au maximum profit des investissements dans les compétences, l'éducation secondaire et tertiaire, les dépenses publiques doivent aussi prendre en compte les plus jeunes enfants. Donc, basé sur ces évidences globales, l'UNICEF a récemment analysé la répartition des dépenses publiques en Afrique selon l'âge de l'enfant, au cours du cycle de vie de l'enfant. Je souhaite que l'on en discute un peu aujourd'hui et je vais juste vous montrer les principaux résultats en passant très rapidement par la méthodologie que nous avons adoptée pour cette analyse. Et on a utilisé des données disponibles sur les dépenses publiques pour 26 pays en Afrique et nous avons comparé ces données avec celles qui portent sur les pays membres du G20. L'analyse couvre des dépenses publiques allouées aux services et programmes dans les secteurs de l'éducation, de la protection sociale, du développement de la petite enfance et de la protection de l'enfant. Ce sont des secteurs pour lesquels il est possible de lier les dépenses précisément à l'âge de l'enfant. En revanche, c'est plus difficile pour le secteur de la santé, dont nous n'avons pas pu inclure les données. Voici une diapo avec les principaux résultats de cette analyse. J'espère que vous pouvez bien voir les deux figures qui montrent qu'aussi bien en Afrique que pour les pays du G20, la plupart des dépenses publiques sont consacrées à l'éducation, notamment l'éducation secondaire. Elle montre également que la plupart des dépenses en Afrique sont consacrées aux enfants plus âgés, surtout la tranche d'âge de 12
à 17 ans. Il s'agit là de 55% des dépenses totales. En revanche, pour les pays du G20, cette tranche d'âge reçoit environ un tiers des dépenses, beaucoup moins. Donc le message principal, sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, que l'analyse fait ressortir est que dans le budget public en Afrique, les dépenses pour les enfants plus âgés sont 16 fois plus élevées que pour les enfants de 0 à 5 ans. Par contre, les pays du G20, comme le montre le graphique, ont une distribution beaucoup plus équitable des dépenses, avec même une hausse observée pour le jeune enfant et la période prénatale, les fameux premiers 1000 jours de la vie de l'enfant. Il s'agit là surtout des programmes de protection sociale qui assistent les familles à mitiger les contraintes financières et accéder aux services. Donc, là où en Afrique, seulement 6,5% de toutes les dépenses sont destinées aux enfants de 0 à 5 ans, qui représentent un tiers de la population des enfants, ce chiffre est près de 30% pour les pays G20. Donc pour la discussion, l'analyse en sommaire montre que malgré les évidences globales sur le retour sur investissement des dépenses dans le jeune enfant, la réalité des dépenses publiques sur le continent est encore sous-optimale. Autrement dit, trop peu, trop tard. Allocation budgétaire non seulement insuffisante, mais aussi ne pas venant à temps. Donc, quelle implication? Je voudrais juste soulever 2 points et on va en discuter un peu plus après la présentation. Tout d'abord, il ne s'agit pas de réduire le financement pour les enfants plus âgés. Nous avons besoin de continuer à investir dans l'éducation secondaire, la formation professionnelle et dans le développement des compétences. C'est très important. Mais le retour pour le capital humain sera beaucoup plus élevé si les dépenses publiques vont aussi vers le jeune enfant pour combler ce déficit. Donc, pour un meilleur équilibre des dépenses publiques, de nouveaux financements disponibles devraient être utilisés pour l'apprentissage préscolaire, les services nutritionnels, les programmes de soins et de prise en charge du jeune enfant, mais aussi des programmes dans le domaine de la protection sociale, justement pour adresser la question de la pauvreté et de la vulnérabilité économique, pour faciliter le rôle des parents et des familles. En conclusion, pour mieux faire fonctionner le capital humain africain, pour le développement et le progrès du continent, nous devons dialoguer ensemble sur comment nos finances publiques et nos politiques peuvent prêter davantage attention aux interventions dans le domaine du développement du jeune enfant, pour être prêts pour l'avenir. Donc, merci de votre attention. Je m'arrête là et on va peut-être en discuter plus. En tout cas, félicitations au Dr Paul pour cette brillante présentation en si peu de temps, qui nous montre l'importance d'investir dans la petite enfance et ce retour sur investissement tellement important, tellement élevé, n'est-ce pas? Et on retient également quelque chose, trop peu, trop tard, c'est-à-dire qu'on investit trop peu dans la petite enfance et on investit très tardivement, même dans le circuit d'évolution des enfants, parce qu'on met plus d'argent chez les jeunes ou chez les plus âgés. Alors, il nous dit qu'il ne remet pas en cause ce qui est fait parce que c'est important, c'est pertinent, c'est l'éducation, c'est la formation technique et professionnelle, c'est l'employabilité. Donc, c'est important, c'est le court terme. Mais en investissant dans la petite enfance, nous assurons un capital humain élevé dans le moyen et long terme. Parce que les 0 et 5 ans d'aujourd'hui sont ceux-là qui auront 16, 18 ans, 21 ans, 25 ans demain. Alors, Madame le directeur de cabinet, c'est avec vous que je veux commencer les échanges à partir de cette présentation. Et pour ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, dans un contexte aujourd'hui marqué par des pressions croissantes sur les finances publiques, nous le savons très bien, il y a un besoin urgent d'accroître les recettes publiques, les recettes domestiques surtout. Alors, quelles sont les pistes de financement innovants
Parce que le docteur Paul nous disait, on a besoin de ressources additionnelles qu'on va dégager pour la petite enfance. Alors, quelles sont les pistes de financement innovants et quelles stratégies concrètes la Côte d'Ivoire pourrait-elle adopter pour élargir son espace budgétaire en faveur des enfants? Élargir donc l'espace budgétaire en faveur des enfants. Certainement, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui pourrait être fait et quels sont les financements innovants? Madame le directeur du cabinet. Merci, merci beaucoup, professeur Alban. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation succincte, mais combien de fois poignante, parce que je pense que le message clé est bien passé. Je voudrais, en tout cas, avant tout, remercier les organisateurs pour cette occasion qui nous est donnée de partager un peu la vision du gouvernement sur cette question de prise en charge des premiers jours de l'enfant. Alors peut-être, professeur, avant de répondre à votre question, et ça fait partie aussi de la réponse, c'est bien évidemment, je pense que le décor a été très bien planté. L'insuffisance des ressources est un problème qui est partagé par tous les pays. Donc, quand il s'agit de budget, nous avons énormément de contraintes, notamment depuis ces dernières années, où nous avons des situations qui viennent sans prévenir, comme on dit. On a connu la crise Covid et on sort à peine, c'est même un peu fort, on y est encore dans la crise russo-ukrainienne. Donc tout ça, c'est autant de tensions sur les finances publiques qui font effectivement que la ressource est rare. Mais en même temps, en ce qui nous concerne, je pense que depuis que la Côte d'Ivoire a renoué avec les cycles programmatiques, nous avons successivement encadré l'action gouvernementale dans ce qu'on a appelé des programmes nationaux de développement. Et il est vrai que nous arrivons au terme du deuxième programme, donc on est en mesure de faire un bilan, des analyses de ce qui a été et de ce qui est encore à faire. Là où on a encore de gros défis, c'est notamment justement sur le capital humain. Et je crois que dans le troisième PND qui est en construction, c'est un point qui va être adressé parce que justement, et vous l'avez dit, ce qui est fait tôt a des répercussions plus tard et c'est vraiment la vision. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, nous avons un ministère qui a même dans sa dénomination l'enfant. Donc, il y a le ministère de la femme, famille et enfant. Pour dire combien de fois cette problématique est partagée. Et c'est à ce ministère qui revient effectivement de coordonner l'action gouvernementale qui est transversale. Donc, il y a eu le programme social du gouvernement, par exemple, qui a commencé à 1 000 milliards la première fois, le premier programme. Et aujourd'hui, on est à 3 000 milliards sur le programme 2 qui est en cours. Donc, c'est pour dire aussi qu'effectivement, il y a une évolution. On a une montée en charge en termes d'investissement, mais c'est clair que des défis demeurent. Et l'approche que nous avons, effectivement, c'est de trouver des solutions innovantes. Et je voudrais simplement rappeler ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, à la fin de l'année 2024, nous avons fait ce qu'on appelle le SWAT d'aide contre développement. Et ça a été une innovation première dans tout le monde entier. Et c'est quoi exactement? C'est racheter de la dette qui coûte plus cher, qui a une maturité plus courte, et de prendre le delta qui se dégage pour le réinvestir dans des programmes un peu plus sociaux, donc un peu moins, on va dire, retour sur investissement certain. Et c'est ce qui a été fait en fin d'année, en décembre 2024, avec la Banque mondiale. Donc nous avons pu ainsi faire ce swap qui a dégagé, je pense, autour de 40 millions d'euros, qui a été réinvesti dans un programme d'éducation pour la petite enfance. Donc ça, c'est vraiment l'exemple, on va dire, le plus récent, mais également une innovation qu'on a pu noter dans notre approche et dans notre réponse par rapport à la rareté des ressources et à l'exigence de justement travailler sur le capital humain afin de s'assurer que justement on a ce qu'il faut pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc à côté de cela, je passe tous les détails sur
le cadre même de gestion on va dire, des questions liées à la petite enfance, parce que c'est quand même des questions transversales que vous avez en commun avec le ministère de l'Éducation, celui de la Santé et également celui de la Protection sociale. Pour le budget 2025, et pour ne citer que celui-là, nous avons par exemple près d'un accroissement de 45%. Mais je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas aujourd'hui un ciblage qui permet de voir que c'est la toute petite enfance ou les jeunes. Donc, j'aime bien ce point que vous avez fait et je pense que ça nous permettra, pour le budget de 2026, tout au moins de challenger le ministère en charge pour nous assurer qu'il y ait un alignement à ce niveau, parce que j'ai bien compris que ce qui commence tôt a des chances d'avoir de fortes résonances plus tard. Donc, sur le budget, on a cet accroissement de 45%. Et c'est vrai qu'on n'a pas les 20% d'engagement, ça reste un défi. On est autour de 10% hors dette, ce qui veut dire qu'il y a un vrai défi à aligner ces points-là. Et je pense que la vision partagée du chef de l'État va certainement se faire sentir également à ce niveau pour que nous ayons un taux beaucoup plus important. Donc, il y a une construction, il y a de l'innovation. En termes d'innovation, je voudrais également citer des réflexions qui ne sont pas encore totalement affinées, mais nous pensons par exemple à un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui ne sera pas que pour les routes ou les hôpitaux, mais qui va également pouvoir adresser ce type de problématiques, parce que c'est des fonds qui vont être un peu déconnectés de la... C'est-à-dire, on va les abonder et en ce moment, ils peuvent régler un certain nombre de problèmes qui ne sont pas forcément liés aux contraintes du budget. Donc ça également, c'est des pistes sur lesquelles nous travaillons. Et enfin, nous travaillons également sur un fonds souverain qui pourrait voilà, être abondé et servir pour les générations futures. Donc tout ça, ça reste du domaine du possible et je pense que nous avons entrepris beaucoup de travaux déjà à ce niveau et nous attendons simplement de pouvoir les mettre en œuvre et de pouvoir également en tirer les profits. Je vous remercie. Merci, voilà. Merci de bien vouloir ovationner Madame le directeur de cabinet pour cette belle expérience de la Côte d'Ivoire qu'elle vient de nous partager. Cet engagement, hein, c'est clair, et elle nous dit bien que le ciblage sur la toute petite enfance doit être certainement regardé davantage pour les budgets à venir. Déjà qu'il y a de très très belles initiatives et pas mal d'innovations qu'il faut saluer, en cours ou déjà réalisées, qu'il faut saluer au niveau donc de l'État de Côte d'Ivoire. Et il est clair que dans le plan national de développement 2026-2030, il y a un aspect important qui est mis sur le capital humain. Il y a eu des séminaires gouvernementaux sur le capital humain. Il y a certainement un axe en cours de développement sur le capital humain et nous prenons part à ces travaux. Et on peut dire que la question de la petite enfance est suffisamment prise en compte déjà. Et il y va avec maintenant la question de budgétisation. Alors, on parle d'enfants, on parle aussi de mère, parce que la petite enfance va ensemble, je dirais, de père avec la mère, va de père avec la mère, n'est-ce pas? La petite enfance va de père avec la mère, donc c'est important de penser aussi à l'autonomisation des femmes pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces enfants. Ce sont elles qui ont la lourde tâche en priorité ici de pouvoir donc inculquer à l'enfant toute l'éducation et tout ce qu'il faut à la base pour garantir ce capital humain important pour l'avenir. Alors, Madame Gaonga, vous qui êtes chef de division à la Banque africaine de développement en charge du genre, alors quelles sont les expériences africaines en matière d'autonomisation des femmes et sur les questions d'égalité des sexes? Quelles sont les évidences en Afrique qui nous permettraient de mieux comprendre comment on fait l'arrimage entre l'autonomisation des femmes et le développement de la petite enfance? Madame Gaonga. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire qu'il existe un corollaire entre l'investissement pour la petite enfance et l'investissement pour l'égalité genre et l'autonomisation économique. Juste parce que les femmes investissent 90% de leurs revenus pour leur famille,
pour leurs enfants. Donc c'est elles qui payent le prix du manque d'investissement qui pourrait être fait par les États. Ensuite, le travail des soins, en particulier pour les petits-enfants, sont faits par elles. Et à cause de cela, elles ont moins de temps pour se consacrer à un travail rémunéré, à des entreprises. Et cela est d'autant plus paradoxal parce que l'Afrique a le nombre le plus important de femmes entrepreneurs au monde. Je pense que nous sommes à plus de 20%. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais elles sont toutes dans le secteur informel, elles n'ont pas de protection. Et imaginez le potentiel, si ces femmes pouvaient, pourraient avoir des investissements conséquents, ces femmes pourraient nourrir, pourraient prendre plus soin de leurs enfants, en particulier des plus jeunes. Au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons fait un travail très important en ce qui concerne l'identification de données, parce que nous pensons que c'est extrêmement important si nous voulons mettre en place des politiques qui efficaces avec l'aide des gouvernements. Donc nous avons l'indice de l'égalité du genre en Afrique qui a été, donc, dont la dernière parution est en 2023. Et nous avons par exemple constaté que pour les filles, parce que commençons par les filles, les jeunes filles ou les petites filles, nous avons constaté par exemple qu'il y a des attentes élevées envers les enfants, envers les filles en matière de responsabilité domestique dès leur plus jeune âge. Et aussi, toujours au niveau de l'école, depuis la fin du Covid, il y a un taux de retour plus faible. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait penser. Parce qu'il se passe, c'est que ces enfants restent à la maison et font face à des grossesses. Et du coup, nous nous retrouvons avec des enfants qui doivent aussi faire partie des investissements au niveau du gouvernement. Et ça, c'est très, très important. Et donc, nous avons constaté, nous avons essayé d'aller plus loin et d'essayer de trouver des solutions. Donc, au niveau de la Banque africaine de développement, outre donc, la production de données, nous travaillons aussi à l'intégration, à des investissements au niveau des infrastructures sociales, parce que nous pensons que c'est très important, étant donné donc, le travail non rémunéré, hélas, des femmes. Donc, nous leur donnons accès à de l'eau, à de l'assainissement, à de clean cooking, à de l'électricité, pour réduire le travail domestique. Et nous prenons, et ça c'est très important, nous profitons de cela pour faire des formations, pour essayer de changer le mindset au niveau des communautés. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Outre cela, la banque investit en faveur des femmes entrepreneurs, en leur donnant aussi accès au marché. Et donc pour cela, il existe une initiative très importante qui est celle de l'initiative pour le financement en faveur des femmes, qui est AFAWA. Et ça, c'est quelque chose, à travers toute l'Afrique, je pense que nous sommes à peu près 2 milliards de dollars d'investissement pour les femmes entrepreneurs. Et nous croyons que cela a aussi un impact au niveau des familles et au niveau des enfants, bien entendu. Outre cela, et ça c'est aussi c'est une approche extrêmement importante pour la banque, c'est le dialogue politique pour le développement de politiques, de stratégies, mais aussi de budgets sensibles au genre. Et nous constatons de nombreuses retombées positives, notamment en Côte d'Ivoire, avec le projet PS Gouvernement. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Madame Gaunga. Et c'est très clair, hein, ces efforts de la BAD pour soutenir les États à travers les investissements que vous avez indiqués dans les infrastructures sociales, dans l'autonomisation des femmes, les femmes entrepreneurs, soutenir la femme, investir dans la femme, c'est aussi investir dans l'enfant. Et la question d'égalité des sexes, c'est extrêmement important également pour effectivement, dès le bas âge, ne pas cibler seulement le petit garçon, mais aussi la petite fille, et l'aider à aller jusqu'au bout de tout son potentiel. Voilà, et que les contraintes culturelles ne l'empêchent pas de développer ce potentiel-là qu'on va bâtir à partir du jeune âge, donc des 0,5 ans.
Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Paul, je peux revenir vers toi. Si à l'issue de ces deux interventions, tu as l'appréhension que le message est passé ou il y a des points sur lesquels tu voudrais insister, un plaidoyer vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, représenté par Madame le directeur de cabinet, vis-à-vis de la BAD pour soutenir les États africains. Peut-être que tu serais la bonne personne pour faire ce plaidoyer rapidement. Vas-y. Merci beaucoup, professeur. À vrai dire, je ne pense pas que j'ai besoin d'un plaidoyer. J'ai beaucoup apprécié vos interventions du côté finances publiques, aussi bien du côté contenu et priorité programmatique. Parce que pour les investissements dans les enfants et dans les jeunes enfants, on a besoin de voir le contenu des programmes et le type de programmes qui sont les plus appropriés, mais aussi la fonction des finances publiques, que ce soit l'espace budgétaire, vous en avez parlé, que ce soit le suivi des dépenses pour mettre en exergue là où il y a des déficits, des gaps, ou que ce soit en suivant des dépenses allant du budget jusqu'aux dépenses dans les unités où les services sont livrés aux enfants. Je voudrais aussi souligner, Madame le directeur du cabinet, vous avez parlé de la vision. Et je pense que notre expérience aussi est que tout commence par une vision typiquement déroulée dans un plan national de développement qui se met un peu dans le long terme, avec aussi des plans plus opérationnels sur 4-5 ans qui sont par la suite traduits dans le cadre de dépenses moyen terme. C'est ça la traduction de la priorité politique programmatique dans le budget. Et maintenant, il s'agit de suivre comment le cadre de dépenses à moyen terme se traduise dans le cycle annuel budgétaire et finalement dans des dépenses. Et à l'UNICEF également, nous essayons d'appuyer les différents gouvernements, non seulement du côté programme, où vous connaissez l'UNICEF, éducation, santé, protection, mais également côté finances publiques. Au fil des années, nous avons construit des partenariats forts avec différents ministères de finances, direction du budget sur le continent. Donc je pense, professeur, les messages clés sont très bien ressortis et je vous remercie. Merci Paul. On va aller vers la conclusion, étant donné que cette salle sera utilisée pour une autre activité tout à l'heure. Alors, ça a été dit, Madame le directeur de cabinet nous a indiqué cette vision-là, cette volonté affichée, politique affichée en Côte d'Ivoire, de prendre en compte l'aspect social et particulièrement femmes et enfants, à travers même un ministère dédié, et tout ce qu'il y a comme programmation budgétaire, tout ce qui est fait est en cours et certainement qui sera davantage fait. L'appui de la BAD avec tous ces éléments de programmes et d'infrastructures sociales et autres. Alors, Madame le directeur de cabinet, l'espace budgétaire, puisque vous avez un regard là-dessus, vous en avez parlé de tout ce qui est fait. Est-ce qu'encore il y a des initiatives à partir de ce que vous venez d'entendre? Je veux dire, est-ce qu'en termes de ciblage, on pourrait faire des efforts davantage? Est-ce qu'en termes de programmatique, pour bien indiquer tout ce qui est fait et pourrait être fait pour, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour un engagement fort vis-à-vis de la petite enfance? Je vous remercie, mais je pense qu'on l'a suffisamment dit, hein, et j'ai bien aimé le résumé fait tout à l'heure, parce qu'en réalité, tout est là. Après, vous savez, dans la construction d'un budget, c'est des priorités qu'on adresse. On adresse des problématiques à travers ces priorités-là. Et donc, dès lors que j'ai commencé par dire la ligne de conduite du président de la République a été de dire on fait des PND qui se déclinent annuellement. Et donc, quand on arrive à 2 PND et qu'on se rend compte qu'on a encore des défis sur tout ce qui est capital humain, les adresser devient, pour moi, à notre portée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé par là, pour dire qu'une fois que ce leitmotiv est posé, ça veut dire qu'on a la capacité, dans notre organisation, dans notre fonctionnement, à travers les programmes d'investissement public, d'adresser la problématique et d'aller maintenant dans la granularité qui a été partagée ce matin en disant que c'est vrai, nous, on s'assure au niveau du budget, en tant que responsable donc, du budget, de ce que le ministère en charge ou les ministères transversaux donc, que j'ai cités ont la capacité d'avoir ces ressources-là.
Mais maintenant, la question, c'est d'aller dans le détail pour voir est-ce qu'effectivement, de 0 à 5 ans, on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est là où je vois le challenge pour nous au niveau du budget, mais je n'ai aucun doute que nous puissions vraiment adresser la problématique. Merci, Madame le directeur de cabinet. Paul, on vous rassure que vous enfoncez une porte déjà ouverte. Voilà, donc pour la Côte d'Ivoire, l'initiative est en cours, c'est déjà fait et encore mieux. Madame Gaounda, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Merci beaucoup. Je pense que nous allons tenir compte de cette approche dans le cadre du développement de l'action plan genre qui est en préparation. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Paul, pour la présentation et les précisions. Madame le directeur de cabinet qui nous a partagé l'expérience ivoirienne avec des actions innovantes en matière d'espace budgétaire et en matière donc, de prise en compte du capital humain dans le développement de la Côte d'Ivoire. Merci, Madame Gaounga, pour les informations importantes et pertinentes sur ce que fait la BAD et ce que vous pourriez faire davantage pour la prise en compte de la petite enfance dans les programmes et dans les financements de la BAD. Et merci à l'UNICEF pour cette initiative. Mesdames et messieurs, on voudrait vous remercier pour votre patience, pour votre écoute, pour votre présence. Et c'est vrai qu'on n'aura pas l'occasion d'échanger avec vous parce que le temps ne nous le permet pas, mais nous savons que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. Vous pourrez continuer d'échanger avec les personnes ressources ici présentes et contacter l'UNICEF pour la suite. Moi, j'ai eu du plaisir à modérer ce panel et nous retenons que si nous investissons trop peu dans la petite enfance et trop tard, nous ratons le cap de la prise en compte du développement humain et du capital humain pour changer nos économies et aller vers ce développement espéré. Mesdames et messieurs, je vous remercie.